TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, je vous conduirai au palais de la présidence de la République togolaise pour vivre ensemble la cérémonie de présentation des lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo. Il s'agira de l'Union européenne, de la France et de la Suisse. Nous allons également parler de la journée du 16 octobre dédiée à l'alimentation. Le Togo marque l'événement avec une série d'activités que Gérard Lagoudou nous présentera tout de suite dans cette édition. Et puis enfin, le bac 2 au Togo. Les résultats sont connus depuis ce matin. Plus de 60% de réussite. Nous serons dans certains centres pour vivre l'ambiance. Voilà pour le sommaire. 20h01 ici à Lomé. Bienvenue au journal. Écho tout d'abord de la présidence de la République togolaise où ce matin le nouvel ambassadeur de l'Union européenne, Joaquin Tasso Villalonga, a présenté au chef de l'État sa lettre de créance. Le film de la cérémonie avec Augustin Kossi. Le palais de la présidence de la République du Togo accueille un hôte de marque, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Togo, Joaquin Tasso Villalonga. L'émissaire de l'UE auprès du Togo a d'abord eu droit aux honneurs militaires. Ensuite, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne auprès du Togo est reçu par le chef de l'État Faure Essosim Gnassingbé. Pas d'accolade ni de poignée de main. Covid-19 oblige. Un tête-à-tête entre les deux personnalités signe que ces lettres de créance ont été reçues. On s'est entretenu quelques minutes, on a eu l'opportunité de parler de plusieurs sujets. Donc on a abordé tout d'abord la question liée à la pandémie et les Covid et comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble dans ce domaine. Les aspects évidemment du développement, comment favoriser notre coopération dans le domaine du commerce, des investissements pour la création d'emplois. Et finalement, on a aussi touché un mot sur la situation régionale et les rôles que les Togo et l'Union européenne et la CEDEAO aussi jouent dans la paix et la sécurité dans la région aujourd'hui. L'Espagnol Joaquin Tasso Villalonga a de très riches expériences en matière de diplomatie, de développement et relations internationales. Diplômé du prestigieux Collège d'Europe à Bruges et de l'Université Georgetown aux États-Unis, il est gestionnaire de projets de carrière. Il a rejoint en 2010 le service européen pour l'action extérieure. D'abord chef adjoint de la division de politique de sécurité, il est jusqu'à sa nomination chef adjoint de la division des affaires panafricaines. Marié, il est à 54 ans, père de 3 enfants et parle le français, l'anglais et l'espagnol. Toujours au palais de la présidence, la nouvelle ambassadrice de la France, Jocelyne Caballero, a présenté également ses lettres de créance au chef de l'État Faure Essosim Gnassingbé. Elle sera suivie du Suisse Philippe Stalder. Dans le respect des mesures barrières, les 2 diplomates ont présenté leurs lettres de créance au chef de l'État. Augustin Kossi pour le récit. D'une allure décontractée, elle foule le sol du palais de la présidence de la République du Togo. La nouvelle ambassadrice de la France au Togo, Jocelyne Caballero, reçoit les honneurs militaires.
Le tapis rouge déroulé, Jocelyne Caballero est reçue par le chef de l'État pour la présentation de ses lettres de créance. La nouvelle ambassadrice de la France au Togo a exprimé sa détermination à œuvrer pour le raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre le Togo et la France. Nous avons parlé de notre volonté commune de redynamiser encore notre coopération, notre relation bilatérale. Je voudrais surtout dans les prochaines semaines me rendre sur le terrain à la rencontre de tous les acteurs et réunir toutes les forces vives, toutes les parties prenantes au Togo et en France autour d'initiatives utiles, fédératrices et bénéfiques à l'ensemble des populations. Conseillère des affaires étrangères hors classe, Jocelyne Caballero est diplômée de l'Institut d'études politiques. Sa maîtrise des questions de sécurité et de développement lui a valu de hautes fonctions en France et au sein de l'Union européenne. Ambassadeur, représentante permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe en 2016, la sexagénaire était ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France à Andorre la Vieille, chevalier de la Légion d'honneur et chevalier de l'Ordre national du mérite. Elle est polyglotte. Le troisième ambassadeur accrédité au Togo ce vendredi est Philippe Stalder. Le diplomate suisse, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Togo, est venu remettre au chef de l'État ses lettres de créance. Un entretien avec le président de la République a été nécessaire à l'émissaire de Genève à Lomé pour présenter son agenda. Un programme basé sur le développement, la paix et une coopération bilatérale fructueuse. C'est un jour heureux pour moi. Les relations entre la Suisse et le Togo sont bien amicales, bonnes. Et en fait, cette année, 60 ans de relations diplomatiques. On s'est échangé avec le président sur de différents sujets, évidemment de l'état de nos relations bilatérales, mais on a aussi partagé un peu notre préoccupation par rapport à la situation sécuritaire, notamment des actes de piraterie qui affectent aussi les entreprises suisses. Et depuis 50 ans, on soutient les pays du Golfe, de Guinée et du Sahel. On s'est échangé des sujets de la politique intérieure et du plan ambitieux du Togo pour le développement pour les années à venir. L'ambassadeur Philippe Stalder a débuté sa carrière diplomatique au département fédéral des affaires étrangères en 1999. Chef de mission adjoint auprès de la République hellénique 2012 à 2015, il est promu ambassadeur près la République du Togo avec résidence à Accra. Il a occupé depuis 2015 les fonctions d'ambassadeur auprès de la République d'Azerbaïdjan et Turkménistan. Il parle plusieurs langues et est à 51 ans père de 3 enfants. La suite de votre édition à la primature, échange entre Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dobé et le président de la HAC Willy Brand Tello. Ce dernier a promis le soutien de l'institution et qu'il dirige à la politique générale du gouvernement. Au même moment, l'ambassadeur de Chine au Togo était lui porteur d'un message de félicitations du Premier ministre chinois. Nous les écoutons à présent. Au sortir de l'audience, il répondait aux questions d'Anoul Skiliou. C'est le bureau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui a sollicité cette audience pour venir la féliciter
pour sa nomination en tant que Premier ministre, chef du gouvernement par le chef de l'État. Nous sommes venus aussi la rassurer du soutien de l'ensemble des membres de la HAC et du personnel dans le cadre de la mise en œuvre de politique générale qu'elle a présentée à l'Assemblée nationale. Nous sommes aussi venus lui faire le point des activités que la HAC a menées dernièrement et naturellement nous avons discuté des sujets divers qui peuvent amener la presse en général et la presse togolaise en particulier à bien faire son travail. Et nous avons eu une écoute attentive de Madame le Premier ministre. J'ai profité de cette occasion pour transmettre un message de félicitations adressé par le Premier ministre chinois à son intention après sa nomination au poste de Premier ministre. Dans le message, le Premier ministre chinois a exprimé la volonté de renforcer la coopération avec le Togo pour réaliser les objectifs du développement économique et social. Lors de la rencontre, j'ai un échange de vues très approfondi avec son Excellence sur les champs de coopération à venir. À mon sens, le secteur social sera le chantier prioritaire de cette coopération fraternelle, amicale, traditionnelle et fructueuse. Je ne ménagerai aucun effort pour faire en sorte que la population togolaise puisse tirer davantage de profit de cette coopération. Et toujours à la primature, c'est au tour du représentant résident du FMI de présenter ses civilités à la chef du gouvernement Victoire Toméga Dogbé. Il était surtout question du renforcement des liens de coopération qui existent entre le Togo et l'institution de Bretton Woods. Nous écoutons le représentant du FMI au micro toujours d'Anout Kiliou. Nous sommes venus pour féliciter son Excellence le Premier ministre pour sa nomination, qui fait une fierté de toute la région, et aussi féliciter à travers son Excellence le Premier ministre le leadership du Président de la République pour avoir fait confiance à une équipe aussi compétente et cohérente. Et nous sommes aussi venus pour échanger, apprendre et prendre des conseils par rapport à la nouvelle feuille de route qui a été partagée avec le gouvernement, les différentes priorités et les différents engagements pris afin de nous impliquer en tant qu'institution comment nous pouvons accompagner efficacement le gouvernement togolais dans ses objectifs. Nous restons toujours dans les locaux de la primature où vous voyez déjà en image les échanges entre Madame le Premier ministre et le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la SUS auprès du Togo. Philippe Stalder a présenté aussi ses civilités au Premier ministre et a promis travailler pour l'excellence des relations entre le Togo et la SUS. Dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à travers un séminaire ministériel, convie tout le personnel au travail conformément à la feuille de route du département. La cérémonie d'ouverture des travaux dans ce compte-rendu de Marie-Ange Bida. C'est un exercice qui lance les signaux d'une nouvelle ère pour le département. Autour de la table, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les présidents des universités publiques du Togo, les directeurs des services centraux et les chefs projets. Il est question d'échanger avec les acteurs sur le travail en cours, mais aussi de les amener à s'approprier leur mission dans la feuille de route du gouvernement. Mener un programme prioritaire qui a pour rôle de permettre une adéquation entre la formation et les débouchés en termes d'emploi. Aujourd'hui, il n'est plus question d'étudier pour avoir un diplôme, mais il faut avoir un diplôme qui vous permet de travailler. Et à horizon 5 ans, nous devrions arriver à créer 2500 emplois prioritaires et surtout que 90% de ces emplois prioritaires aient pu trouver un emploi salarié.
Ce séminaire ministériel ouvre le bal. Des rencontres sectorielles sont au programme dans les jours à venir. Les établissements publics comme privés seront au même niveau d'information. On ira à l'université de Lomé, on va rencontrer l'ensemble des doyens pour également les amener, les fédérer autour de ce programme gouvernemental. Nous irons ensuite à l'université de Kara où on fera le même exercice. Puis ensuite, au niveau donc des universités privées du Togo, où nous allons faire un grand travail parce qu'il est question cette année, dès cette rentrée, de dérouler les réformes pour les aider à mieux servir et surtout pour mieux qualifier leurs diplômes. La voie est ainsi balisée pour la concrétisation des projets propres au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et ce, pour des lendemains prometteurs pour tous les acteurs concernés. Les pesticides chimiques et leur effet sur les produits alimentaires. Le sujet était à l'ordre du jour d'une assise initiée par l'association INADES Formation. Le but ici est d'appeler tous les acteurs à une prise de conscience collective et surtout dire non à l'usage des pesticides chimiques. Medina Salami pour le compte-rendu. Les pesticides chimiques utilisés pour une production quantitative restent mauvais pour la santé humaine et l'environnement. Pourtant, l'Afrique représente aujourd'hui entre 2,1% et 6,8% de la consommation mondiale des pesticides. Le droit à l'alimentation suppose une alimentation suffisante, mais aussi saine et durable. Le réseau INADES Formation a trouvé nécessaire de mener une campagne pour attirer l'attention des consommateurs et porter à l'endroit des décideurs des plaidoyers pour la proscription de ces produits. La campagne est dénommée Conscience alimentaire. Il nous a été important de réfléchir sur le lien qu'on peut établir entre le droit à l'alimentation et les pesticides et fertilisants chimiques. Cet atelier nous a permis de construire le plan stratégique de cette campagne-là à partir de 2021, nous allons lancer la campagne et en termes de résultats, nous attendons en réalité que nos États ou nos organisations communautaires prennent des dispositions en termes d'instruments juridiques, réglementaires ou politiques pour nous aider à réduire les pesticides et fertilisants chimiques dans nos territoires. La rencontre a permis aussi de renforcer les capacités en plaidoirie. Ces directeurs nationaux sont remis à niveau en vue de réussir les diverses activités de plaidoyer et de sensibilisation. Nous pensons pouvoir travailler à ce qu'il y ait moins d'importation des pesticides et produits chimiques et plus un soutien à des initiatives de promotion, de confection de biofertilisants ou de biopesticides. On doit mener des actions d'éducation à la citoyenneté alimentaire, de sensibiliser, de conscientiser tous les acteurs de la chaîne du système alimentaire pour qu'ils comprennent que les pesticides chimiques sont dangereux. C'est donc un combat qui sera mené dans les 10 pays d'INADES Formation pour une alimentation suffisante, saine et durable. Voilà qui nous amène à parler à présent de la journée du 16 octobre dédiée à l'alimentation de par le monde entier au Togo. L'événement est placé sous le thème « Cultiver, nourrir, préserver ensemble et agir pour l'avenir ». Un appel que tous les acteurs impliqués ont lancé ce matin. Le récit de la célébration de la journée du 16 octobre avec Gérald Agoutou. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, prône l'élimination de la faim, la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. Depuis sa fondation en 1945, cet engagement se traduit dans la célébration du 16 octobre, Journée mondiale de l'alimentation. La FAO compte à travers l'édition 2020 cultiver, nourrir, préserver ensemble et agir pour l'avenir. Au Togo, comme dans le reste du monde, la faim a beaucoup reculé ces dernières années, surtout au cours de la première décennie des années 2000. Et grâce aux politiques mises en œuvre dans le cadre de ces différents plans de développement, la prévalence de la sous-alimentation est passée de 26% en 2005 à 16% en 2018. Et un peu moins encore quand on parle des statistiques de 2020. C'est l'occasion pour moi aussi de me réjouir
de l'octroi du prix Nobel de la paix 2020 au Programme alimentaire mondial qui, grâce à un partenariat avec les États, les bailleurs et d'autres organisations, a apporté l'aide alimentaire à plus de 97 millions de personnes en situation d'urgence en 2019. Le système des Nations Unies croit profondément que le Togo peut éliminer la faim d'ici 2030, conformément à ses engagements dans le cadre de l'agenda pour le développement durable. Face aux nouveaux défis à relever à travers cette mobilisation planétaire, le gouvernement promet de multiplier ses efforts, surtout dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Cette journée devrait constituer une occasion d'appeler, une fois encore, à la coopération et à la solidarité mondiale pour faire en sorte que les menaces que la Covid-19 fait peser sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance agricole soient circonscrites et que les couches les plus vulnérables de la population puissent se relever. C'est dans cette perspective que notre pays, sous la houlette du chef de l'État, s'est engagé dans l'implémentation du plan stratégique quinquennal pour 2020-2025 qui accorde une place de choix au secteur agricole en vue de consolider la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer le revenu des producteurs agricoles afin de les mettre définitivement à l'abri de l'extrême pauvreté. Dans la dynamique de promouvoir la consommation locale, des sites d'exposition de produits frais typiquement issus du terroir ont été visités sur place. Parlant à présent de l'inclusion sociale que bon nombre d'observateurs trouvent comme un facteur de développement, le gouvernement togolais a compris l'enjeu et mène plusieurs actions pour ne laisser personne de côté dans la construction de la cité et inclusion sociale comme facteur de développement. Un dossier de la rédaction signé Christine Peteki-Aloudé. Face aux déséquilibres mondiaux actuels marqués par l'approfondissement des inégalités et de la pauvreté, la nécessité d'une croissance inclusive constitue un impératif stratégique urgent. L'inclusion sociale est alors un facteur de développement qualitatif des sociétés. On ne peut pas parler de développement sans tenir compte d'une frange de population. Le développement, c'est pour toute la population. Donc à ce titre, lorsqu'on parle d'inclusion, c'est pour mettre un accent sur toutes les actions que nous menons pour se dire ou pour prendre en considération toutes les couches sociales, les problèmes de toute la population, que ce soit les jeunes, les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées. Toutes les préoccupations seront prises en compte lors des projets de développement. La réalisation d'une société juste et inclusive passe par la mise en œuvre de politiques et stratégies visant à éliminer les déséquilibres et inégalités sous toutes leurs formes. Au plan national, des avancées sont notées, même si beaucoup reste à faire. Il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en place, c'est-à-dire, par exemple, quand je prends à commencer par l'éducation, il y a des mesures qui sont prises pour favoriser l'éducation de la jeune fille. Il y a une réduction des frais scolaires pour les jeunes filles. Il y a des mesures qui sont prises pour qu'au niveau de la participation aux consultations électorales, qu'on puisse avoir sur les listes électorales et pour les élections législatives le même nombre d'hommes que de femmes. Donc, c'est également une mesure qui permet à la femme de pouvoir participer à la gestion de la vie publique dans notre pays. Il y a également sur le plan économique des subventions, bien des prêts à taux réduits qui sont faits pour les femmes. D'année en année, le gouvernement multiplie les initiatives pour faciliter l'inclusion. Il a fait ainsi du registre social unique un des sujets phares, mieux, son objectif prioritaire pour la période 2020-2025. Un projet qui va contribuer à construire un Togo où tous les citoyens y joueraient un rôle plus actif. Les élus locaux à présent et leur engagement dans le développement des communautés. L'université de Kara et le PNUD apportent leur expertise à 5 communes à travers un projet que nous présente Sylvain Abdou dans ce reportage. Elle s'appuie sur la politique de gouvernance locale pour asseoir le développement des communautés et surtout permettre au Togo d'être un pays émergent à l'horizon 2030.
Mais la mise en œuvre de cette politique par les différentes communes nécessite des outils stratégiques pour jouer efficacement leur rôle en matière de conception, de programmation et d'exécution des actions de développement de leur ressort territorial. Ce qui justifie cette formation des élus locaux issus des communes Lac 1, Agognivé 1 et Agou 1 pour s'approprier les outils opérationnels de la gouvernance locale dans le contexte du processus de décentralisation amorcé par le gouvernement togolais. Ces outils opérationnels sont de plusieurs ordres. D'abord, la gouvernance institutionnelle qui consiste à leur expliquer au regard de la loi sur la décentralisation les différentes responsabilités et compétences qui sont les leurs à côté de l'autorité hiérarchique qui est le préfet. Et le problème aussi actuel, c'est d'outiller les communes, les élus locaux sur la fiscalité. Il faudrait que nous sachions les accompagner sur comment on lève l'impôt, les assiettes fiscales et comment les faire rentrer et surtout comment les gérer pour que les citoyens sachent vraiment que ce qui rentre est géré à leur profit. La formation est initiée dans le contexte du projet Décentralisation et localisation des ODD, un projet de l'Université de Kara appuyé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette institution onusienne apporte donc son appui pour permettre aux différentes mairies d'être plus efficaces dans la mise en œuvre des actions destinées à assurer le développement inclusif et local. Et outre cette formation, bien d'autres actions sont d'ores et déjà projetées. Nous allons lancer en 2021 ce que j'appelle l'impact communautaire 2030, qui vise normalement à faire des actions beaucoup plus concrètes sur le terrain, auprès des populations, auprès des villages, sur les questions de santé, l'accès aux soins en milieu rural, sur l'éducation, la construction d'infrastructures scolaires, parce que c'est important. Donc du coup, pour nous, au PNUD, le paradigme est clair, il faut qu'on puisse investir davantage au niveau des communautés, il faut qu'on puisse investir davantage au niveau des collectivités locales pour amorcer et impulser le développement dont on parle dans les ODD, le développement qu'on souhaite réaliser dans le cadre du PND. Cette initiative met également l'accent sur la promotion du leadership féminin et des jeunes. Nous veillerons à ce que les femmes soient non seulement représentées, mais qu'elles soient très actives à tous les processus, qu'elles soient non seulement actrices, mais aussi bénéficiaires de toutes les initiatives de développement qui sont initiées sous ces deux projets. L'Université de Kara, à travers le PNUD, s'engage donc dans cette dynamique pour non seulement soutenir les actions de développement, mais aussi contribuer à la réalisation du Plan national de développement PND. L'éducation sexuelle et reproductive chez la jeune fille, plan international Togo mène le combat et sensibilise les groupes cibles sur l'harcèlement sur les réseaux sociaux, un phénomène d'actualité. Compte rendu Abel Aboti, Robert Potobé, commentaire Karine Lalo. Le harcèlement féminin en ligne devient une réalité au Togo et inquiète. Elsa, l'activiste féministe depuis 2014, est confrontée au phénomène lorsqu'elle s'engage en ligne pour s'exprimer sur des questions qui lui tiennent à cœur via les réseaux sociaux. La plupart des personnes qui se sentent attaquées par ce que je publie n'hésitent pas à m'agresser en inbox. Je sais là où tu habites, je connais ton frère et ta soeur, fais attention à toi lorsque tu marches dans la rue. Une nouvelle forme de violence qui défavorise le leadership et l'engagement féminin pour une égalité de sexe. À l'occasion de la Journée internationale de la fille, les jeunes filles s'adressent aux décideurs pour combattre le phénomène. Au gouvernement, nous leur avons demandé qu'ils ont mis en place des lois qui protègent les données, des lois qui protègent les citoyens en ligne. Une application effective de ces lois-là. Donc nous avons demandé aux médias de nous accorder quelques plages dans leur programme pour venir parler du harcèlement en ligne. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement en ligne? Comment l'éviter? Quand on le fait? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme sanction? Nous avons également demandé au système des Nations Unies de nous aider à faire des études pour voir de façon statistique combien de cas de harcèlement en ligne nous avons au Togo. Plan international Togo et ses partenaires s'engagent à travers le thème « Liberté en ligne » à offrir toujours une opportunité aux filles pour faire aboutir leurs revendications.
Notre rôle en tant qu'organisation est de créer la plateforme, de créer l'espace pour que les jeunes filles et ceux qui les soutiennent, les garçons, les institutions, puissent s'exprimer, partager avec vous, lancer l'alerte et ensemble trouver les solutions à ces défis. Le directeur de cabinet du ministère de l'Action sociale a réaffirmé l'engagement du gouvernement togolais à lutter contre le harcèlement et les abus dont sont victimes les filles. D'autres initiatives, à l'instar de Filles aux commandes et Parce que je suis une fille, sont mises en œuvre pour permettre aux filles de faire entendre leur voix. Je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 16 octobre 2020. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 2027, 31 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1511 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 476 et le nombre de décès est de 51. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Miji et Yawa. Les résultats du bac 2 au Togo sont connus depuis ce matin. Plus de 60% de réussite sur l'ensemble du territoire national. Joie et peine des apprenants dans certains centres avec Ulrich Amiga. Commentaire Marie-Ange Bida. Les yeux rivés sur ce tableau, chaque candidat recherche son nom. Sur les listes, Candidature retrouve enfin le sien. Je suis très contente. Je me sens très bien. Je remercie mes parents aussi qui m'ont encouragée durant toute l'année scolaire. Comme elle, ils sont nombreux à réussir au bac 2 cette année. On les reconnaît à travers leur joie, signe de la célébration de leur victoire. Je suis très contente parce que j'ai décroché mon bac. Ça n'a pas été facile. Que je remercie le Tout-Puissant. Vraiment, je suis très en joie, je suis très enjaillé parce que après la Covid-19, on a repris. C'était très difficile. C'était très difficile, mais grâce à Dieu, on a eu notre bac. J'ai eu mon bac avec une mention passable. Mais le bac a été un peu difficile, mais je suis très contente parce que... D'autres, par contre, n'ont pas eu cette chance. Ils recherchent en vain leur nom. Dans le rang des admis, on nourrit déjà des ambitions. Mon objectif est de faire la communication d'entreprise. Et j'aime madame, la première ministre, madame Dogbe. Sa démarche et tout ce qu'elle est en train de faire, ça m'a beaucoup plu et j'aimerais être comme elle. Nous nous réjouissons que cette année, nous avons fait des merveilles au centre du lycée de Tokoin. Quand les résultats dépassent les 50% déjà pour un bac togolais, je pense que nous devons nous réjouir. Aussitôt les résultats proclamés, les épreuves orales ont démarré. Le taux de réussite au bac 2 cette année est estimé à 62% sur le plan national. Vous avez certainement reconnu la voix Medina Salami aux commentaires. Retrouvez tout à l'heure à 21h Lise Djamie et ses invités dans l'émission Au cœur de la nation. Où en sommes-nous avec la pandémie au nouveau coronavirus au Togo? L'attitude des personnes à risque face à la maladie au nouveau coronavirus. Ce sont là quelques questions qui retrouveront réponse dans ce débat. Restez donc branchés. Voilà, c'est sur cette note que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. À très vite, toujours pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. Il est 10h dans cette boulangerie Glory Bread du quartier Zanguera. Comme la vie à Glévon, boulanger depuis plus de 10 ans, entame la production du pain avec son équipe. Farine de blé, de manioc, de la levure, du gingembre et du curcuma comme ingrédients. Chaque composant est minutieusement pesé. Une précision qui permet de garantir la qualité du pain. L'objectif de mettre les deux farines ensemble
c'est pour pouvoir avoir un pain qui répond aux exigences des Africains. 100% bleu avec l'intolérance du gluten, les gens sont mal à l'aise, ils ne peuvent pas le consommer normalement. Donc l'ajout de la farine de manioc, qui est une farine lourde, atténue le fait du gluten qui est contenu dans le blé. De la même manière, nous utilisons la farine de maïs également. C'est ça. Nous utilisons la farine de maïs pour pouvoir faire la panification. Après une demi-heure de pétrissage dans cette machine, le boulanger obtient une pâte qui sera après aplatie par ce laminoir de fabrication locale, divisé en boules et façonné en baguette avant l'étape clé, la cuisson. Nous nous sommes dit, il ne faut pas produire le pain ou bien les cakes autres là pour consommer parce qu'il faut le consommer. En le consommant, il faut donner de la santé à celui qui le consomme. C'est pourquoi dans tous nos produits, nous mettons des compléments alimentaires naturels cultivés chez nous ici, comme le moringa, les champignons, les coriandres, le curcuma, le gingembre et autres là, plus l'ail. Outre le pain, plusieurs mets sont également produits ici, rien qu'avec des composants locaux, des crêpes, de la pizza et des quiches. Tout ceci à base de lait de vache transformé en fromage, de la farine de maïs et du poisson frais haché, acheté au port de pêche de Lomé. Nous nous sommes dit qu'il faut faire des pains à base de produits locaux parce qu'il y a la surproduction qui est remarquable sur le terrain. Et nous n'avons pas pris n'importe quelle céréale ou bien n'importe quel tubercule. Nous avons choisi le maïs et puis le manioc, qui sont des denrées très aimées par les Togolais, pour ne pas dire que les Africains. Donc il faut utiliser des ingrédients qui sont à la bouche de tous les Togolais. On prend la farine de manioc, de mil ou bien de sorgho ou bien de maïs qu'on transforme directement pour faire du cake. On met les ingrédients nécessaires sans additifs chimiques. La promotion de la consommation locale doit commencer dès le bas âge selon Comme la Vie. Il en tient compte à travers cette formation d'initiation à l'endroit des plus jeunes. L'occasion leur est donnée ici de toucher un peu à tout. Et après vient l'heure de la dégustation. Quand on est venu, on nous a montré les instruments, les machines qui prennent pour faire du pain et d'autres machines aussi pour faire d'autres choses. Déjà, on a commencé à faire du cake et les crêpes. C'est très bien, j'aime bien l'idée que les gens apprennent à d'autres enfants sans avoir à payer, bien sûr. D'abord, on a appris à faire des cakes à base de farine de manioc. Puisque chez nous ici, les farines de blé et autres, c'est pas bien approprié pour l'organisme, pour la santé. Donc, on préfère les trucs locaux ici. Je conseille aux autres de consommer les trucs locaux, bio, comme nous. Déjà le dimanche soir, l'enfant va faire son propre cake, va faire son propre pain manioc, son propre pain maïs ou bien de mil, et il dépose, il va le conserver et c'est ce qu'il va consommer tout au long de la semaine. Avec Covid, vous êtes sans savoir que manger dehors maintenant cause des problèmes à nous les grands, pourquoi pas protéger nos enfants. Consommer les produits locaux, c'est créer de l'emploi et de la richesse à tous les niveaux. Il n'y a donc pas de souci à se faire lorsque l'on veut consommer bio et naturel, lorsqu'on veut consommer local. Cela y va également de la santé des populations.